Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Un grand plaisir d'être devant une assemblée si nombreuse de vrais Biennois. Je vais donc vous parler ce soir vous dévoiler quelques petits secrets de la famille Neuhaus, dont je suis un descendant puisque ma grand-mère, la mère de mon père, était une Neuhaus, une des nombreux enfants de François-Alexandre Léonard, qui est un peu le papa de la dynastie que l'on connaît aujourd'hui. La famille Neuhaus, c'est une vieille histoire. Ça commence avec un certain Johannes von Neuhaus. Oui, à l'époque, c'était des von, n'est-ce pas? Et il est d'Alsace. Il s'est établi à Schulz, et il était receveur des domaines de l'abbaye de Saint-Jean en 1380. Vous voyez ici l'abbaye de Saint-Jean, pour ceux qui ne savent où elle est. On voit ici le bout du lac de Bienne et Serlier. C'est une abbaye qui existait déjà à l'époque, bien sûr. Et donc, mon aïeul il est devenu bourgeois de Schul, il est devenu maire de Schul également, il a épousé une jeune fille de Schul, Marie-Catherine Dussert, et c'est là que toute l'histoire des Neuhaus a commencé. Alors, Johannes et Marie ont eu des enfants, un certain Joseph, et puis un Nicolas, et puis deux personnes dont on a perdu les prénoms, et ça continue avec un David et puis un Hans Neuhaus en 1566, un Niklaus, un Petrus en 1618. Et c'est ici, les Neuhaus ont perdu le von, mais ils ne sont pas devenus aphone, ils ont continué de clamer haut leur privilège. Petrus, on va dire quelques mots sur lui parce que c'est avec lui qu'on sort de la préhistoire et qu'on entre dans l'histoire écrite. Petrus, c'est un homme amusant, il était très doué, très jeune, et on l'a repéré pour faire des études de théologie. Et ce Petrus a eu une idée géniale, il a pris un carnet relié de peau de chèvre et il a commencé à noter l'histoire de la famille. Et il a noté ça pendant toute sa vie. Il a transmis le document à son fils, qui a continué à noter l'histoire de la famille, qu'il a transmis à son fils, qu'il a transmis à son fils. Le livre a été complété jusqu'à la fin du XVIIIe et puis transmis ensuite de génération en génération, toujours au fils aîné. Et c'est comme ça qu'un jour, il est arrivé entre nos mains et que nous l'avons remis aux archives de la ville de Bienne. Voilà ce document qu'on peut consulter aux archives de la ville de Bienne, le Familienbuch, qui relate l'histoire de Petrus, qui dit en 1642, on m'a envoyé étudier la théologie en Hollande, et à la fin de ses études, il a pris un bateau quittant la Hollande pour aller en France. Mais une tempête terrible l'a amené sur les côtes de l'Angleterre, qu'il appelait Engelland, n'est-ce pas, le pays des anges. Et il est resté là quelques instants et il a pris peur parce que c'était l'époque où le roi avait été arrêté. Le roi a été arrêté, on veut lui faire un procès, j'ai peur, je rentre. Il est revenu en Suisse en 1646. Petrus a eu 12 enfants. 12 enfants, 7 avec la première épouse, 5 avec la deuxième. À l'époque, les femmes mouraient souvent en couche. Il a eu les enfants aussi. C'est une histoire un peu triste. Il dit dans son livre, en 1949, une fille nous est née, elle est morte 2 ans après. En 1964, une fille, Dieu l'a reprise à lui le lendemain. 65, un fils nous est né, il est mort de la dysenterie. Et en 62, son épouse est morte alors qu'elle accouchait du... Petrus s'est remarié. Il consigne dans son livre la phrase suivante: « Le 8 novembre, après que ma femme enragée eut mené un tumulte incroyable, je dus mettre à la porte la nourrice de mes enfants et confier mes 2 fillettes à ma mère. Que Dieu nous soit indulgent, c'est incroyable. » Ce qu'il a fait avec la nourrice restera dans les secrets de la famille. Petrus était donc pasteur, il était pasteur à Gals, Schulz, et parmi ses enfants, il y en a eu un qui s'appelait Johann Rudolf. Et Johann Rudolf est devenu un nom très commun dans la famille, puisque dans le fond, il y en a eu 4 de ces Johann Rudolf qui sont suivis les uns après les autres. Celui-là, Johann Rudolf, un homme assez incroyable, il a étudié la théologie parce que son père était pasteur, mais au bout d'un moment, il s'est dit « Non, ne m'intéresse pas, j'ai fait la médecine. » Il a fait la médecine et il est devenu médecin de la ville de Bienne, il était membre du Petit Conseil, du Grand Conseil, et dans ce qu'il écrit dans le fameux Familienbuch,
il va au-delà des histoires de la famille, il décrit un peu l'environnement qu'il y avait à Bienne. Il dit par exemple, en 1693, il faisait un froid glacial et le lac a gelé. Et c'était un hiver tellement terrible que le lac de Neuchâtel, lui aussi, a gelé complètement. Et ce qu'il ajoute, c'est amusant, ce qui a permis de le mesurer, 11 505 pieds, parce qu'à l'époque, Jésus était mort, donc il fallait attendre que le lac gèle pour qu'on puisse le mesurer, puisqu'on mesurait en pas, d'accord ? Et le lac de Bienne est resté gelé pendant plus de 2 mois. C'était un hiver épouvantable. Et si on regarde les statistiques et qu'on regarde au cours des années 200, l'an 1000, l'an 2000, les écarts par rapport à la température moyenne, on voit qu'à partir de l'an 1000, la température est descendue et atteint son point le plus bas, justement en 1693. On appelle ça le petit âge glaciaire. 1693 était en France une année épouvantable. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont mortes de froid et de faim pendant cet hiver. Donc Johann Rudolph notait un peu les événements. Il note aussi des choses amusantes. Par exemple, la visite du prince-évêque. À l'époque, Bienne était sous la domination du prince-évêque de Bâle. Et à ce moment-là, un nouveau prince-évêque avait été nommé. Il allait faire sa visite de cour. Donc, le 1793, son Excellence le prince-évêque de Bâle est venu à Bienne pour recevoir les hommages. Il a été reçu par le maire, etc. Le bourgmestre a accueilli, fait un discours. Tout le monde lui a embrassé la main. Et les autres, dont je faisais partie, a pu également le faire. Il a pu baiser la main du prince-évêque. Et puis ensuite, bien entendu, il raconte comment le prince-évêque, dans sa chaise litière, est entré dans la ville. Il y avait une double rangée de tous les citoyens de Bienne qui étaient là pour l'accueillir. Comment se présente en fait ce Familienbuch, dans lequel tout est noté ? Vous voyez ici une page de ce document. Alors je suppose que vous arrivez tous à lire ce qui est écrit là. C'est écrit en allemand et en écriture gothique. Et c'est extrêmement difficile à déchiffrer. Alors dans la famille, il y a plusieurs tentatives. Au début du XXe siècle, le médecin de Moutier, Franck, a essayé de déchiffrer et il a commencé à transcrire ce document. Mais malheureusement, son écriture était si mauvaise que c'était plus difficile de la lire que de lire l'original. Donc, quelques 60 ans plus tard, ou 70 ans plus tard, une nouvelle tentative a été faite par notre chère regrettée Rita Neuhaus, la femme d'André Neuhaus, et elle a transcrit l'intégralité de ce document. Elle était de langue maternelle allemande et elle a réussi à transcrire cela. Et le texte est absolument fascinant. Je vous en montre juste un extrait, écrit le jour où Jean-Rodolphe Ier a vu la naissance de son fils Jean-Rodolphe II. Donc, un fils nous est né, son nom est Johann Rudolph, quand la lune était dans la Vierge. Et il décrit ensuite les cadeaux que les voisins apportaient lors de la naissance d'un enfant. Frau Gewachspiele a mis dans le petit lit du nouveau-né un chapon, ses poules, un pain de sucre, 2 mesures de vin. Et en plus, son mari a apporté un ducat. Tandis que Madame Langfeuti-Schemile a apporté le quart d'un veau, un chapon, une oie, 2 pains de sucre, etc. Donc, c'était les cadeaux que les voisins et les amis et la famille faisaient lors de la naissance d'un enfant. Donc, c'est vraiment à lire ce document, c'est absolument hilarant. Johann Rudolph I, comme je l'ai dit, donc, membre du Petit Conseil, du Grand Conseil, etc., a eu des enfants, dont, naturellement, Johann Rudolph II, ça va de soi, lequel a eu un fils qu'il a appelé Johann Rudolph III. Il a eu 3 enfants. Il a eu Samuel, Johann Rudolph III et François-Alexandre. Et Johann Rudolph III, bien sûr, a eu un fils qui s'appelait Johann Rudolph IV. Bon. Alors, dans la promenade que nous faisons au sein de cet arbre généalogique, je vais vous dire quelques mots à propos de ce Johann Rudolph IV. C'était un personnage truculent qui, à 16 ans, a été envoyé faire un apprentissage de commerce à Lyon. Et là, ils avaient reçu une livraison de kirsch, mais qui avait été stocké dans des barils qui avaient autrefois contenu du vin rouge. Et le kirsch était rouge invendable. Il l'a acheté à vil prix et a mené une grande campagne de marketing. Le kirsch rosé, une merveille, et il a fait beaucoup d'argent avec cela. Il a continué sur cette lancée, donc le Johann Rudolph, un homme extraordinaire. C'est lui d'ailleurs qui a créé
la Caisse d'épargne de Bienne. Et lors des 200 ans de la Caisse d'épargne a publié un texte qu'avait écrit notre Johann Rudolf IV qui s'appelle « Griffonnage d'un ci-devant jeune homme », écrit donc à la fin du XVIIIe. Et ce texte est absolument délicieux. J'en ai pris quelques extraits que j'aimerais vous montrer. Johann Rudolf IV, donc, est parti en 1792-93 et il est descendu à Lyon et il a profité des troubles de la Révolution française pour faire de l'argent. C'était l'époque où le Directoire avait introduit en France ce qu'on appelle le maximum. Il était interdit de vendre le thé, le café, le sucre, plus qu'un prix donné, même si ce prix était de loin inférieur au prix d'achat de la marchandise. Vous allez me dire, c'est Chavez ou Maduro avant l'heure, c'était vraiment comme ça. Alors évidemment que les négociants, ils ne pouvaient pas vendre cette marchandise moins chère qu'ils l'avaient achetée, donc ils cherchaient par tous les moyens à l'écouler, et entre autres à des marchands étrangers. C'est comme ça que Johann Rudolf a profité de ces malheureuses circonstances pour acheter du café, du sucre, des huiles, etc., qu'il faisait partir immédiatement pour la Suisse. À un prix si avantageux, à la fin, on a eu 30 000 francs de bénéfices. Et il écrit « On ne peut se faire une idée des horreurs qui se passèrent pendant ma demeure dans cette belle ville de Lyon. » C'était l'époque où les nobles et tous les curés et les négociants passaient à la guillotine. Johann Rudolf IV, il a continué. Il a fait un coup fumeux. 2 ans après, il s'est dit, mais dans le fond, j'aimerais bien spéculer avec le fromage, mais il faudrait que personne m'embête. Donc, que vais-je faire ? Je vais acheter l'intégralité de la production du gruyère de l'année 1794. Ah oui, c'était quand même 538 000 kilos de fromage. D'accord ? J'achète tout, et puis on verra bien. D'accord ? Ah oui, il a acheté tous ces fromages. Au début, ça nous a frayé un peu parce qu'il fallait un capital quand même de 400 à 500 000 francs français, mais enfin il l'a acheté. Mais malheureusement, le banquier qui était chargé de négocier la vente de ces fromages a fait des bêtises. Une partie de l'argent était sous forme d'assignats. Les assignats, c'était cette monnaie scripturale faite par le Directoire. Quand la Révolution a saisi les biens de l'Église, ils ont fait une nouvelle monnaie, les assignats, gagés sur les biens de l'Église. C'est une monnaie comme une autre. Mais, comme la Révolution manquait d'argent, ils ont fait tourner la planche aux assignats, dont la valeur s'est effondrée. Et alors, les fromages étaient là et ils attendaient. Et le pauvre Johann Rudolf IV voyait son argent fondre à mesure que les fromages mûrissaient. J'eus cependant le bonheur de sauver de naufrage une partie des fromages, d'environ 1100 quintaux qui se trouvaient exposés aux chaleurs des calicules sur le port de Nyon dans les bateaux. Mais ces fromages puaient, c'était épouvantable. Il a dû engager 2 vachers pour gratter les verres. Il a tordu 33 quintaux de verre de ces fromages. Et il dit, la puanteur était telle que le magistrat qui craignait la peste me fit signifier de les jeter dans le lac. Mais il s'est battu et a réussi à les faire venir à Bienne. Ils sont arrivés ici, mais ils puaient tellement, c'était horrible. Et il s'est dit, qu'en faire ? Et alors il a fait publier par des feuilles publiques que d'excellents fromages de gruyère étaient à vendre à des prix très modiques, n'est-ce pas ? Et il a réussi à les vendre tous et à faire du bénéfice. Et il raconte dans son livre que certains hôteliers, restaurateurs, qui avaient acheté de grandes quantités de fromage, quand ils sont descendus 1 mois plus tard, la pâte était déjà tellement mûre qu'il n'y avait plus que des vers. Voilà, donc c'était Johann Rudolf IV, un homme absolument truculent. Mariage, oui. Un jour, un de ses associés lui a dit « Écoute, le grand négociant XY a une fille en âge de mariage et je crois que si tu te présentes, elle ne dira pas non. C'est un homme très riche. » Et Jean-Rodolphe écrit dans ses mémoires « Mais il avait les pieds qui regardaient à l'intérieur et ses béquilles me dégoûtaient. » Donc il ne l'a pas épousée, il a attendu mieux et il a épousé Fanny. Alors Fanny, qu'est-ce que c'était ? C'était la fille des Verdun. Et les Verdun, pour ceux qui ne le savent pas, M. Verdun était un industriel qui a créé ici à Bienne toute l'industrie des Indiennes, ces très beaux tissus imprimés, qui étaient imprimés où ? Ici. Donc tous ces bâtiments étaient la fabrique des Indiennes qui appartenait donc à M. Verdun. Et Jean-Rodolphe a épousé la fille de ce M. Verdun. Et à l'époque, la fabrique d'Indiennes était concurrencée par les Français, etc., allait très mal.
Et Johann Rudolph, qui était un entrepreneur hors pair, s'est mis au boulot. Et il a fait le turn-out en l'espace de 2 ou 3 ans. Il a réussi à rendre l'entreprise super profitable. Il en est devenu directeur, etc. Mais il a réussi à sauver l'entreprise. Un homme extraordinaire. Johann Rudolph IV était là. Je vais peut-être continuer ma promenade dans l'arbre généalogique et vous parler d'un autre, de François Alexandre, qui lui était un peu plus jeune puisqu'il était né 20 ans avant notre Johann Rudolph, François Alexandre. Alors François Alexandre, un homme extraordinaire, on le voit ici sur un tableau peint par Legrand, un tableau qui se trouve d'ailleurs ici dans les caves de ce musée, un tableau absolument fou dont je parlais tout à l'heure. François Alexandre, donc médecin, avait fait faire son portrait par le peintre Legrand, et Legrand avait écrit un texte décrivant ce tableau. Le texte du peintre dit « L'artiste a voulu rendre sensible le moment où le génie du docteur découvre dans le grand livre de la nature qui est ouvert devant lui les organes complètement pompeux. » Donc on le voit ici avec son grand livre de la nature, là un malade qu'il est en train de soigner, les muses, la vérité qui regarde. Enfin c'est un texte complètement dithyrambique, mais le tableau est très beau. En haut du tableau à gauche, c'est l'image de la vérité, dont la présence annonce que le docteur a découvert la vraie cause de la maladie et qu'il l'a arrachée des mains de la mort que l'on découvre à côté du lit du malade. Enfin, voyez. Bon, mais ce tableau est très beau et en fait, il y a même plusieurs tableaux de Legrand qui se trouvent maintenant au musée. François Alexandre, c'était un précoce. En fait, il avait 15 ans quand il est parti à Strasbourg étudier la médecine. 15 ans. À 19 ans, il passe son doctorat à Paris et à 20 ans, il est nommé médecin de la ville de Bienne. Ça ne fait pas rêver les jeunes médecins, ça, non? À l'époque, c'était assez extraordinaire. Il était médecin de la ville de Bienne et c'était un homme plein d'idées, amusant, etc. et qui, entre autres, dessinait tellement bien. Il a fait des gravures. Je vous montre une des gravures qu'il a faites de la ville de Bienne à l'époque, absolument superbe. En fait, il faisait ça parce qu'il s'ennuyait. Comme médecin de la ville de Bienne, c'était pas très amusant. C'est pour ça que, quand il avait 39 ans, on lui a proposé un poste comme professeur à l'université de Nantes, professeur de médecine à la faculté de l'université de Nantes. Alors il est parti, c'était donc à la fin des années 1780. Il est parti là-bas, mais à l'époque, Nantes, ma foi, elle était dominée quand même par toute l'Église catholique, etc., qui voyait arriver un médecin protestant. Oh. Alors, tous les curés, évêques et autres gens du goupillon ont fait tout ce qu'ils ont pu pour lui mettre les bâtons dans les roues, ont même réussi à le faire radier de l'ordre des médecins. D'accord ? Dans les lettres qu'il envoie à son beau-frère Moser, qui était le maire de Bienne, il dit « Mais si j'avais pu prévoir la 10e partie des entraves qu'on m'a mises dans mon chemin depuis mon arrivée ici, je vous promets bien que je ne serais point venu. Il n'y a sorte d'amertume que je n'ai éprouvée par les menées obliques et ténébreuses de l'infâme piétaille qui a soulevé toutes les puissances de l'enfer contre moi. Cette engeance maudite, vrai suppôt de Satan, est une hydre toujours renaissante qui 100 fois terrassée, 100 fois se... Enfin, c'est ce qu'il écrivait dans ses lettres. Toutes ces lettres, d'ailleurs, ont été déposées aux archives de la ville de Bienne. Donc, vous allez les consulter si vous voulez. Alors, ce pauvre François Alexandre, en butte à la hiérarchie catholique, a été sauvé par la Révolution. La Révolution qui, ma foi, elle a été assez brutale avec tous ces prélats, tous ces évêques et ces gens-là. Les a mis en prison. Il les a gardés là pendant quelques années. Et en 1794, quand la Révolution n'avait plus d'argent pour nourrir les prisonniers, ils ont simplement pris les 4600 prisonniers des prisons de Nantes, mis sur des bateaux et ils les ont noyés, avec une grande partie de la hiérarchie catholique. Il a eu la chance d'être témoin de la Révolution à Nantes. Il a écrit beaucoup de lettres dans lesquelles il nous fait part de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Et il y a 2 phrases que j'ai trouvées tellement belles que j'aimerais vous les lire. Il dit
Tout le monde lit, et ceux qui ne savent pas lire s'assemblent dans les lieux publics pour entendre lire en trinquant ensemble. Le moindre portefaix se croit un Brutus appelé à sauver l'État. C'est comique d'entendre le peuple raisonner. Il est incroyable comme la lumière de la saine raison s'est étendue sur tous les individus. La philosophie, la tolérance et le vrai patriotisme ont fait des progrès étonnants. Dans le court intervalle d'1 an, on a franchi d'un saut l'espace de plusieurs siècles. C'est vraiment superbe comme il écrit ça. Voilà. Mais à part ça, à part son observation de la réalité de la Révolution, François Alexandre avait quelque part la fibre du commerce aussi. Et entre 2 opérations sur ces malades, il s'est mis à spéculer, n'est-ce pas? Il spéculait beaucoup, et dans les lettres qu'il a envoyées à son beau-frère, qui était le maire de Bienne, il est constamment question de choses à vendre, à acheter, ne fais pas ceci, garde cela, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Notamment, il dit « Je suis si occupé dans ce moment ayant les malades du grand hôpital à soigner que je ne puis vous dire que 2 mots. Défaites-vous de vos cafés si vous trouvez quelques bénéfices. Cette denrée diminuant de prix à proposition de la hausse du sucre. » Parce qu'à l'époque, il y avait les révoltes des esclaves en Haïti et à Saint-Domingue qui ont mis le feu aux raffineries. Il y avait pénurie de sucre, le sucre montait, donc le café descendait, donc il fallait vendre le café. Et il dit « Les sucres ici sont toujours en haussant. Je crois que malgré le prix horrible de cette denrée, vous devez certaines prévisions. » Enfin bon, c'était extraordinaire de le voir entre 2 malades s'occuper de spéculer. En 1792, il est revenu à Bienne et il a été nommé chancelier de la ville de Bienne. À cette époque-là, Bienne était en train de lorgner sur l'Erguel. Bienne aurait bien voulu mettre la main sur toute la région du vallon de Saint-Imier. Toute cette région qui s'étend là dans le vallon de Saint-Imier. Et en fait, Bienne rêvait d'en faire un 14e canton. Et c'est pour cela que François Alexandre s'est rendu en 1792 à une conférence à Delémont qui réunissait lui-même chancelier, son beau-frère Moser, maire de Bienne, et des envoyés de l'État français. Et Bienne a essayé de convaincre les Français de soutenir Bienne dans leur tentative de mettre la main sur l'Erguel. Mais, quelques années plus tard, toutes les communes de l'Erguel ont dit « Nenni, ça ne nous intéresse pas ». Que faire? Alors Bienne a essayé d'obtenir le soutien de la France, n'est-ce pas, pour obtenir l'Erguel. Et à ce moment-là, notre François Alexandre a été envoyé à Paris en tant que plénipotentiaire de la République de Bienne en Suisse pour négocier avec le Directoire pour obtenir l'appui des Français pour qu'on puisse mettre la main sur l'Erguel. Il a été envoyé au Directoire et il décrit dans les lettres qu'il a envoyées à son beau-frère l'accueil qu'il a reçu auprès du Directoire, donc le Directoire étant le comité exécutif de la Révolution française. Il écrit au Petit Conseil de Bienne qu'il a envoyé « Le ministre des Relations me conduit dans sa voiture de gala, aidé et suivi de 4 gardes à cheval. En arrivant au Luxembourg, les honneurs militaires nous sont rendus. Le ministre m'annonce, les grands battants s'ouvrent et votre ambassadeur, donc, fait son entrée solennelle. » etc. Les 5 directeurs se trouvent là, autour d'une table avec du velours rouge, etc. Enfin, il est très impressionné et il fait un discours, un très très beau discours d'ailleurs, dont on a encore la trace, dans lequel il plaide la cause de Bienne et il demande aux Français de bien vouloir aider Bienne à mettre la main sur l'Erguel. Et le Directoire n'est pas opposé et il lui promet de le soutenir. Mais le temps passe et 1797 est une année bien noire pour notre François Alexandre. Que s'est-il passé? Eh bien d'abord, Barras, le président du Directoire, a fait arrêter tous les députés. D'accord? Un Erdogan avant l'heure, n'est-ce pas? La France incorpore l'évêché de Bâle. Le danger se rapproche. À Bienne, la France exige que le maire soit un Français, un syndic français à la place du maire. Et en décembre, l'Erguel et la ville de Moutier sont occupées par les troupes françaises. Panique dans les cantons suisses.
Berne, Fribourg, Soleure, Zurich se réunissent en conférence avec Bienne et décident de faire quelque chose, décident de soutenir Bienne dans ses revendications et, à la fin de l'année, décident d'envoyer François-Alexandre pour une deuxième émission à Paris. Il part de Bienne fin décembre, dans un hiver épouvantablement froid, en calèche. Il arrive à Paris le 6 janvier, veut parler avec le directoire, mais toutes les portes sont closes. Personne ne veut le recevoir. Et il est là, et il essaye, frappe à toutes les portes, fait jouer ses relations, etc. Nenni, rien n'y fait. Il n'arrive pas à avoir la moindre discussion avec le directoire. Et quelques jours plus tard, des gendarmes arrivent dans son hôtel. « Citoyens, au nom de la Révolution, on vous arrête. » Et il se débat, il dit « Mais je suis plénipotentiaire, voilà mes papiers, j'ai une immunité diplomatique, etc. » Rien n'y fait, il est arrêté, jeté au cachot, dans lequel il restera une bonne 10 jours. Il aura quand même la possibilité d'écrire, donc il écrit et fait appel à toutes ses relations, à tous ses amis de Paris, pour essayer de le faire libérer. Au bout d'une dizaine de jours, il réussit à être libéré et on lui intime de quitter Paris dans les 24 heures en suivant un itinéraire bien prescrit. Il rentre en Suisse le 30 janvier, démoralisé, affaibli, malade par ses longs voyages en hiver. Il mourra quelques années plus tard. Et en février, Bienne est occupée par les troupes françaises. C'était donc François-Alexandre, notre ambassadeur à Paris. Je continue la promenade dans l'arbre généalogique. On était donc chez François-Alexandre. François-Alexandre a eu un fils, entre autres, qui s'appelait François-Émile, né en 1794, donc né après le retour en Suisse. François-Émile, alors là c'est un chapitre beaucoup plus sanglant dans l'histoire de la famille. François-Émile, que l'on voit ici représenté quand il était colonel dans l'armée du roi de Hollande, François-Émile, à l'âge de 17 ans, s'engage dans la grande armée de Napoléon. Bon, il n'était pas le seul Suisse à le faire, parce qu'à l'époque, la capitulation obligeait la Suisse à livrer chaque année 16 000 soldats aux armées de Napoléon. 16 000. Et lui s'est engagé volontairement, et il est parti dans la campagne de Russie. Campagne de Russie, si vous vous souvenez bien, c'était 450 000 soldats qui sont partis, et ils étaient 4 000 à l'arrivée. 99% des soldats sont morts. Et lui, il a survécu à la Bérésina, là où la garde suisse a mené un combat héroïque pour maintenir la tête de pont. Il a réussi à passer la Bérésina. Et à 19 ans, il était chevalier de la Légion d'honneur en France, maréchal des logis. Il a beaucoup souffert de la mort de Napoléon, qui était son idole. Et comme soldat sans travail, il s'est engagé dans l'armée hollandaise. Il est parti en Hollande. Il était capitaine dans l'armée des Pays-Bas. Et c'est là-bas, à Bois-le-Duc, qu'il a fait la connaissance d'une famille assez extraordinaire, les Lichtenwelt. Lichtenwelt était un riche négociant à Bois-le-Duc qui avait un fils que l'on voit ici, qui s'appelait Leonardus. Leonardus a fait une brillante carrière, il est devenu ministre de la Justice, ministre des Cultes, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et les sœurs, qui s'appelait Thérèse Delphine, qui était une femme d'une grande beauté, et qui a vraiment tapé dans l'œil de notre François-Émile, n'est-ce pas, le capitaine. Et il s'est mis à lui faire la cour, et il l'a promené en Suisse. Il l'a promené un peu partout, il l'a montré, il est allé à Interlaken, il est allé au pied de la Jungfrau. Et François-Émile consignait dans un petit cahier, que nous avons bien sûr gardé, il consignait tous ses voyages. Il écrit dans ses voyages, entre autres, « Mercredi 4 juin, matin avec le bateau à vapeur Guillaume Tell à Lausanne, remis pendant le trajet à Thérèse une bague, deux épingles achetées à Bienne, etc. Logé à l'hôtel de l'Impérial, promenade sur la plateforme, visite de la cathédrale. » Mais ce n'était pas un inactif. Le lendemain, debout à 2 heures du matin, à 3 heures du matin avec une voiture particulière à Yverdon, d'accord,
et par le bateau à vapeur L'Union, arrivé à 6 heures du soir à Neuchâtel, hôtel du Faucon, passe une soirée délicieuse auprès de Thérèse. C'est là le bateau L'Union qu'il a pris, un bateau qui venait d'être mis en service sur le lac de Neuchâtel. Et à ce propos, une chose très amusante, il existe un autre tableau représentant le bateau à vapeur L'Union, une peinture à l'huile que mon cousin Alain Glauser, c'est avec lui d'ailleurs que j'ai fait tout ce travail de recherche, et c'est lui qui a déchiffré les lettres et qui a fait un boulot extraordinaire. Toujours est-il qu'Alain, un jour, chez un antiquaire, voit ce tableau. Il dit « Ah, mais c'est un joli tableau », l'achète. Quelque temps après, le musée d'Yverdon l'interpelle, lui dit « Vous savez, ce tableau a été volé, il faudrait le rendre. » Il a dû le rendre. En fait, c'était un personnage qu'il avait volé au musée, qu'il avait vendu à un antiquaire, et mon cousin Alain l'a acheté de toute bonne foi. Il a dû le rendre au musée, il est indemnité. Et la personne qui a volé ce tableau, c'est une personnalité bien connue, qui vit encore, mais dont je tairai le nom, parce qu'il faut quand même que certaines choses restent dans les secrets de la famille. François-Émile faisait donc la cour de cette jeune fille, mais il était aux Pays-Bas, et le Pays-Bas, à l'époque, possédait les Indes orientales, donc Java, Sumatra, etc. Et notre capitaine, en 1829, est parti sur une frégate de ce genre-là, est parti pour Java. C'était des voyages incroyables. Le bateau partait, faisait tout le tour de l'Afrique, traversait ensuite tout le Pacifique pour arriver jusqu'à Java. Le voyage durait 5 mois. Il est arrivé là-bas à Java, est resté 3 ans là-bas, et puis est revenu, et en 1833, il a enfin épousé Thérèse Delphine. Mais, 2 ans après, redépart, il est de nouveau renvoyé aux Indes, et il part là avec sa femme qui était enceinte, et le petit n'a pas supporté le voyage. Il est arrivé à Java. Java était une île très belle, mais occupée par les Hollandais, qui ont fait preuve d'une brutalité particulière à l'égard de la population. C'est pour ça que notre cousin s'appelle dans la famille le boucher de Java. Il a vécu l'insurrection de Batipo. L'insurrection de Batipo, c'était une région au centre de l'île qui s'est soulevée en 1841 contre l'occupant. Et dans les notes que l'on a retrouvées dans le carnet de François-Émile, on voit ici l'emplacement des officiers dans les derniers temps de mon commandement des pays hauts de Sumatra pendant l'insurrection de Batipo 1841. Et il a la liste de chacun de ces officiers, dans quelle redoute, dans quel fort il était positionné. L'un de ces forts où étaient ces officiers a été pris d'assaut par les insurgés qui ont massacré les 50 personnes qui s'y trouvaient, soldats, femmes, enfants. C'était une guerre d'une immense brutalité dans laquelle ont péri 200 000 personnes, dont 195 000 indigènes. C'était une brutalité épouvantable, cette guerre. Et l'insurrection de Batipo aurait pu être bien pire. En fait, il y avait au centre de Java une vallée qui s'appelait la vallée de, un nom horrible, le Besokiping. Et dans cette vallée, il y avait un homme, Rajastinga Hari, le chef rebelle. Un homme d'une immense intelligence, d'une bravoure extraordinaire, et qui était à la tête des rebelles de cette vallée. Mais dans cette vallée, il y avait aussi un tigre énorme, et qui semait la panique dans la vallée, parce qu'il avait mangé une fois de la chair humaine, et semble-t-il, les tigres, une fois qu'ils ont mangé de l'homme, ne veulent plus manger que de la chair humaine. Et ce tigre avait déjà dévoré beaucoup d'habitants de cette vallée. Et un jour, quand Rajastinga est revenu à la maison, il a découvert son épouse et les enfants déchiquetés, tués par le tigre. Il a dit « Je me vengerai ». Il a essayé de trouver le tigre. Il a fait des battues avec ses amis, il n'a pas réussi à le trouver. Mais au cours de ces battues, il a appris un secret, c'est que sa femme l'avait trompé avec le commandant de la garnison hollandaise au bas de la vallée. Et il s'est dit, je vais me venger. Et il a inventé un stratagème. Il est allé voir le commandant et lui a dit,
je me soumets à vous si vous m'aidez à tuer le tigre qui a tué ma femme. » Et le commandant a dit « D'accord. » Et le commandant hollandais et notre Raja Singha se sont mis à la recherche de ce tigre, l'ont trouvé. C'était un monstre qui faisait 8 pieds et 6 pouces, donc 2,50 m de longueur. C'était un spécimen absolument extraordinaire. Et ce tigre s'appelait Rimo Raja, le nom qu'on lui avait donné. Et au moment où le commandant a tué le tigre avec sa carabine, le chef rebelle s'est approché de lui et avec son Christ, comme on appelait le couteau, CRYST, il l'a plongé dans le cœur du commandant et a dit « Moi aussi, je suis un Rimo Raja ». Évidemment qu'il a été tué tout de suite par les forces hollandaises et sa mort a complètement désorganisé toute la rébellion qui a été beaucoup plus faible que prévu. Et c'est ce qui a permis à notre bisaïeul de survivre. Parce que si lui n'avait pas été tué, certainement que tout l'effort là autour aurait été pris par les rebelles. Donc, si je suis ici, c'est grâce aux infidélités de la femme de Raja Singha. Vous voyez le rôle des femmes dans l'histoire. Hein, Alors, François-Émile, il est rentré, il a eu 6 enfants, donc 3 sont nés à Java, qui sont nés à Java, et 3 sont morts à Java avec les fièvres, avec la difficulté. Il est revenu en 1943 en Suisse. Sa femme, Thérèse Delphine, avait une santé fragile. Elle a été atteinte par les fièvres à Java. Elle est morte quelques années plus tard, en 1848. Il a eu 3 enfants, Marie, Delphine et François-Alexandre Léonard. Et c'est là que nous allons continuer notre visite dans l'arbre généalogique. François-Émile donc a eu un fils qui s'appelle François-Alexandre Léonard, né en 1837, qui a eu 11 enfants, lui. Belle famille. 11 enfants, dont ma grand-mère. François-Alexandre Léonard, bel homme, milieu donc du 19e, il était là, il avait beaucoup d'argent, son père avait quand même de nombreuses propriétés, possédait beaucoup de maisons dans la vieille ville, etc. Et il a décidé de se faire banquier. Il a ouvert une banque, la banque Neuhaus, avec un associé anglais. Et puis quelque part, on dit que son associé a fait des malversations. Toujours est-il qu'il a fait faillite. Et j'ai voulu me plonger sur cet épisode-là, mais dans notre famille, où l'on conserve le moindre, pas un seul document sur la faillite. Tout a été mis sous le boisseau, on n'en parlait pas dans la famille. On n'en parlait pas. Et en fait, j'ai trouvé finalement un seul document qui montrait la faillite. C'était un document qui montrait la liste des créanciers. Et je vous jure qu'il y avait du beau linge. Il y avait tous les industriels de Bienne, les banques cantonales, etc., qui ont perdu de l'argent avec la faillite de François-Alexandre Léonard. François-Alexandre Léonard avait fait faillite. Il était marié à Cécile Schafter, une descendante de la dynastie des médecins Schafter de Moutier. Il avait déjà 5 enfants et plus un sou, et ayant fait faillite, l'interdiction de faire du commerce. Le drame, que faire? Il a été sauvé par sa sœur. Sa sœur, Delphine Neuhaus, avait hérité de son père un très très beau domaine qui s'appelait le Berg, ou le Grand Beaumont. C'était un domaine qui est situé juste en dessus de l'hôpital de Beaumont. C'était un très grand domaine agricole qu'on appelait à l'époque une campagne. C'était là où on allait en été, et il y avait un train de ferme, etc., et une très grande maison. Donc Delphine a dit à son frère, « Écoute, tu as tout perdu, je te donne cela. » Et notre banquier, il s'est retrouvé en gentleman farmer. Le voilà devant sa ferme, toujours habillé, entouré de sa femme, de sa belle-sœur, 3 de ses enfants. Il est devenu gentleman farmer et il a dû s'occuper, sortir le fumier, faire les récoltes, etc. Mais quand même, avec ça, on ne réussit pas à élever 11 enfants. Bon, il y en a 2 qui sont morts en bas âge, mais quand même, c'était difficile. Donc, ce qu'ils ont dit, puisqu'on a une grande maison, prenons des pensionnaires. Et ça, c'était l'idée de Cécile, donc sa femme, qui était une matrone d'une énergie.
Elle a décidé de prendre des pensionnaires, et comme pensionnaire, elle a pris des gens psychiquement difficiles. Et Beaumont est devenu une clinique pour maladies nerveuses et mentales, maximum 10 malades, des dames, n'est-ce pas, etc. Et l'un des fils qui est devenu médecin a été ensuite, au début du XXe, le médecin de cette institution. Et j'ai trouvé des photos absolument superbes de ces pensionnaires, des photographies, on dirait Diane Arbus qui a pris ces photos, c'est absolument extraordinaire. Et donc, François-Alexandre, sa femme Cécile, devait gérer le train de ferme, devait gérer les pensionnaires, ils avaient un domestique à la ferme, et puis ma foi, qui faisait le travail? Eh bien, il y avait des servantes, et les servantes, c'était les filles. Et vous voyez ici, à droite, Thérèse, une des filles donc de Léonard, à gauche, Annie, ma grand-mère. Et vous voyez combien elle rayonne de bonheur. Dans l'entrée du Grand Beaumont, elles ont été exploitées de manière honteuse pour faire tourner cette maison. Pendant que les garçons, les 5 fils, faisaient des études. Pourtant, l'argent était là une denrée rare. À l'époque, oui, donc je dis 5 garçons ont fait des études. Mais à l'époque, pour aller au gymnase, il ne fallait pas aller loin, parce qu'à l'époque, Bienne n'avait pas de gymnase. Il y a eu un gymnase à Bienne qui a été créé en 1830, mais qui a été fermé quelques années plus tard. Et le gymnase de la rue des Alpes n'a été ouvert qu'au début du XXe. Donc, il fallait envoyer tous les enfants à Berthoud pour suivre un lycée, pour faire la maturité. Et dans une lettre que Cécile envoie à l'un de ses fils qui est en train de suivre le lycée à Berthoud, elle dit « Tu aimais le désir que papa et moi venions te chercher à Berthoud, si faire se peut, nous tenterons de réaliser ce projet. Toutefois, il faut que nos finances soient dans un meilleur état que ces derniers jours, sinon il faudra y renoncer. Donc, mon exposé est un peu obscur, je sais. Ou bien, un peu plus tard, quand l'un des fils, Henri, étudiait à Bâle, le père lui dit « Je t'enverrai demain 200 francs en mandat. Tu pourras régler ton dû à l'université et ta pension. J'espère que tu pourras t'en tirer avec cela. » Écrit de suite. C'est le produit de la désirée, la vache, qu'on a fait tuer. D'accord ? Alors, il fallait tuer une vache pour payer les études du fiston. Donc, l'argent était vraiment une denrée très rare à l'époque. Et pourtant, Henri est devenu médecin, a fait ses études à Zurich et à Bâle. Avant lui, Émile a fait le poly, il est devenu ingénieur forestier. Après lui, Georges a fait le Technikum à Winterthur, ingénieur mécanique. Jean a fait le poly en architecture. Franck est devenu médecin. Comment diable ont-ils fait pour payer de telles études à leurs enfants? C'est resté pendant longtemps un mystère. Comment ont-ils fait pour que ces saints moustachus soient tous diplômés? Ah! Peut-être qu'on trouve la réponse dans les amours de Delphine. Ah, ça devient bien compliqué. Je vous ai déjà parlé de Delphine qui avait donné le Berg à son frère. Eh bien, cette Delphine, quand elle avait 35 ans, est allée à Paris. Elle s'occupait des enfants d'une famille richissime là-bas, les Romans. Et c'est là qu'elle a fait connaissance, Delphine, qui était un peu plus belle que sur cette photographie d'ailleurs. Elle a fait connaissance avec un jeune étudiant qui était le précepteur des enfants et qui s'appelait Théophile Delcassé. Un très très bel homme. Et cet homme est tombé éperdument amoureux de Delphine, qui avait pourtant 14 ans de plus que lui. Il lui a dédié quantité de sonnets extrêmement beaux, qui sont tous conservés. Sonnets à mademoiselle Delphine Neuhaus, etc., etc. Pendant ce temps, notre Théophile Delcassé a fait carrière, n'est-ce pas ? Il a fait des études de droit, et un jour où il rentrait de Paris en train à Foix, sa ville natale, il a vu une charmante dame qui était importunée par un gros homme qui fumait un cigare.
Très galamment, il a arraché le cigare et l'a jeté par la fenêtre. La dame l'a remercié beaucoup. Ah, chance, c'était la femme du député de Foix. Oh, il s'est lié d'amitié avec la famille, avec le député, il est devenu son assistant. Deuxième coup de chance, le député meurt. Oh, fantastique, n'est-ce pas? Aux élections suivantes, il devient député. Troisième coup de chance, la veuve tombe amoureuse de lui, il épouse la veuve. Bon, en fait, et il a fait une carrière brillante. Il était donc député. Il faisait des discours merveilleux à l'Assemblée nationale, discours de M. Delcassé, etc. Et à Mademoiselle Delphine Neuhaus, en souvenir cordial. Il envoyait ses discours à Delphine en souvenir. Voilà. Mais ce M. Delcassé, après avoir été député, a continué à gravir les marches. Il est devenu ministre des colonies, puis ministre de la Marine, et puis ministre des Affaires étrangères. Et c'est lui, l'architecte de la triple entente. C'est lui qui a créé l'entente cordiale avec l'Angleterre et qui a ensuite intégré la Russie dans cette entente pour contrer la triplice, donc l'alliance de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Il était donc un personnage remarquable. Et un jour, il lui est arrivé une chose qui arrive même à des hommes d'État valaisans. Il a eu un enfant illégitime, n'est-ce pas? Et alors évidemment, c'est très gênant, à l'époque surtout, n'est-ce pas, pour un ministre, ça pouvait vous casser la carrière. Donc, il a mis cet enfant en nourrice à Paris. Cet enfant s'appelait Jeanne. Il l'a mise en nourrice à Paris, et puis elle est restée là jusqu'à l'âge de 6 ans. Pendant ce temps, Delcassé continuait sa carrière. On faisait beaucoup de caricatures de lui. On le présente ici, on l'appelle le ministre siamois des Affaires étrangères. Le bruit a couru qu'il avait eu une histoire avec une danseuse siamoise. On ne sait pas, ce sont des bruits. Bon, Jeanne, la fille naturelle, est donc à Paris jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, il faut la mettre à l'école. Ça devient difficile. Alors, Théophile Delcassé se rappelle de sa Delphine et lui dit « Delphine, pourrais-tu m'aider? J'ai une fille, il faudrait qu'elle aille à l'école. » Et Delphine lui dit, mais écoute, pas de problème, moi j'ai un frère qui a 9 enfants, tu vois, on en met un de plus, on ne verra pas la différence, on y va comme ça. Et c'est ainsi que Jeanne a été accueillie dans la famille de ma grand-mère, et elle a grandi là. Elle s'appelait Jeanne, Jeanne Berthe, elle n'avait pas de nom de famille. Elle a grandi là, dans la famille. C'était une très très belle fille, une très très belle femme. Et puis, Delcassé envoyait régulièrement de l'argent pour payer l'entretien. On a retrouvé quelques petits billets écrits de la Chambre des députés, dans lesquels on parle « Mon cher ami, la rente française est exempte de tout coupon, le 3% est actuellement à 100 francs 25. » Enfin bon, il y avait des manipulations financières. Il a payé pour sa fille. Il est venu d'ailleurs aussi au mariage de sa fille. Un bruit a couru. Un bruit a couru, c'est que Delcassé aurait dit à François Alexandre, aurait dit « Écoute, je paye les études de tes 5 fils à une condition. L'un d'eux épousera Jeanne. » On va voir. Le premier, c'était Émile. Émile a épousé une femme à moitié, une femme épouvantable qu'il a mis à la porte de l'appartement. Ils ont dû divorcer au bout d'1 an. C'est pas lui. Henri, le deuxième, a épousé une richissime héritière de la Chaux-de-Fonds, des Jeanneret. Georges a épousé Lydia Schenck, la petite fille du conseiller fédéral Schenck. Jean, lui, est resté célibataire. Franck, le dernier. Eh bien oui, Franck a épousé Jeanne. Franck a épousé Jeanne, on les voit ici, les deux, avec leurs 2 premiers enfants, Gabi et Edmond. En fait, quand on regarde la descendance qui est venue de l'union, on voit chez les descendantes un trait de beauté extraordinaire, des yeux très légèrement bridés, qui leur donne une beauté qui a l'idée d'une danseuse siamoise qui aurait amené ou enrichi l'ADN de la famille. Vrai ou pas, cela restera un des secrets de la famille. J'aimerais pour finir faire une dernière promenade dans l'arbre généalogique et revenir à notre Samuel Frédéric, 1733, qui s'est établi à Neuchâtel,
dont vraisemblablement la descendance est à l'origine des chocolats Neuhaus de Bruxelles. Ce Samuel Frédéric a eu des enfants, Rodolphe Frédéric, Charles Frédéric. Charles Frédéric, c'est le fameux avoyer, celui qui a été président de la Diète au milieu du 19e et dont une rue à Bienne porte le nom, la rue Karl Neuhaus. Charles Frédéric a eu un fils, Charles Ernst, qui a eu un fils, Karl, qui a eu une fille, Dora. Et Dora, j'aimerais juste lui dire merci, parce que Dora, qui est morte célibataire, oui, pourquoi est-ce qu'elle est morte célibataire? En fait, tout simplement parce que, il faut que je vous dise, Dora, quand elle avait 18 ans, est tombée amoureuse du fils des Burkhardt, CADT de Bâle. Elle est tombée follement amoureuse, et puis elle a fait de l'équitation pour l'accompagner, etc. Et un jour, Karl a invité les parents Burkhardt pour faire connaissance, et les Burkhardt, CADT, sont venus ici, ont vu la maison et ont dit non, une famille bourgeoise ne nous intéresse pas, d'accord ? Et la pauvre Dora, toute sa vie, a souffert de ne pas avoir pu épouser le fils Burkhardt, qui a épousé pour finir la fille de Gonzague de Reynold. Alors Dora est restée célibataire, et Dora, très jolie femme, c'est elle qui a donné à la ville de Bienne les bâtiments dans lesquels nous sommes. C'est grâce à elle que nous sommes là. Merci Dora. Je vous remercie.